Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la ville. La période 36-39 pendant laquelle j'étais à l'école normale, surtout au début, l'année 36, c'était très, comment dirais-je, très enthousiasmant. C'était la grande poussée du Front populaire. Les routes, dès le beau temps, étaient sillonnées par des groupes de jeunes à vélo, parce que c'était le seul moyen de déplacement, qui se saluaient régulièrement avec le point levé. Et c'était très courant d'entendre des groupes de jeunes chanter l'Internationale. On chantait surtout au-devant de la vie. Et c'était un chant qui se chantait beaucoup jusqu'à la guerre, quoi. Allons au-devant de la vie. Voilà. Quel beau programme. Oui, c'était une période très, très enthousiasmante. Comment j'avais connu... Si, je connaissais Marcel. Parce que Marcel, j'ai même une photo, là, je crois bien. J'ai une photo à Amboise, quand j'étais pion. Il était avec nous, je me souviens plus pourquoi, Marcel. Oui, mais il n'était pas en tant que surveillant aussi? Non, c'est pas surveillant. Tiens, tu vois, voilà la photo. Avec Roger Convard, moi et Marcel Douzilly. Année scolaire 39-40. Oui. C'est la drôle de guerre, si l'on peut dire. Et j'ai eu l'idée, comme ça, de puiser dans la presse que recevait ma mère. Et j'avais remarqué que dans le journal de Kérylis et dans celui d'Émile Buret, il y avait des critiques assez piquantes contre le gouvernement de l'époque qui ne savait pas mener une politique se dressant contre l'attaquant, si bien que j'ai fait un petit journal entre les lignes. Nous ne savions pas grand-chose, mais nous avons quand même la perception d'une certaine réalité, parce que la presse ne pouvait pas ne pas en parler. Ces choses étaient évidemment minimisées, l'interdiction du Parti communiste et l'internement ou une forme de déportation, puisque certains ont été envoyés en Algérie, de certains responsables, des élus en particulier, du Parti communiste. Et le parti a été décapité. Le parti a été décapité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des initiatives personnelles, de la résistance civile, si tu veux, qui n'était pas militaire, comme moi avec Conrad. Nous tirions sur une pâte à polycopier l'humanité clandestine, alors que à côté de nous, c'était l'état-major de l'armée de l'air. Donc, on avait quelques numéros clandestins, donc on les reproduisait pour en diffuser davantage, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Chambre dans laquelle on couchait avec la machine à écrire qu'on tapait, puis on planquait après. La machine à écrire, il n'y avait pas de problème, c'était celle du directeur, puis ramené dans son bureau, mais la pâte à polycopier, c'était un truc en fer, tu sais, dans lequel il y avait la pâte, et puis il avait planqué ça entre les volets. Les numéros produits ou les documents y servaient alors en production, et étaient acheminés chez André Foussier, dans le KGB qui existait sous l'escalier de son immeuble boulevard Béranger-Latour. Qui était André Foussier? André Foussier était responsable des JC, à ce moment-là, des JC, sur le plan de Tours, parce qu'il n'y avait qu'un cercle sur le plan de Tours, puis quelques-uns comme nous, isolés en Oise. Jusqu'à quand est parue en fait cette presse que vous tiriez sur le... Jusqu'à la création de la lanterne. C'est dans le cadre tranquille et discret de la bibliothèque de l'Université populaire, qui existait au 70 rue Nationale à Tours, que cette feuille
patriotique voit le jour. En ce lieu, Jean Guillon, Robert Guérineau et André Foussier se rencontrent régulièrement. Ayant apprécié le mordant pamphlétaire de Rochefort, qui avait publié La Lanterne sous l'Empire, André Foussier propose d'adopter ce titre. Et La Lanterne connaît un franc succès. L'institutrice Elisabeth Lebord veille à son parfait tirage. Dans le département, Jacques Donc était prof à Chinon, Roger Convard, Roland et Marcel Doudy, Carmen Blanchy, Max Morin et beaucoup d'autres en assurent la répartition et la diffusion. Moi, en ce qui me concerne personnellement, j'avais rendez-vous avec Carmen Blanchy, qui était institutrice à Chargé ou dans ces coins-là, et puis Roland Doudy. On avait rendez-vous dans la forêt d'Amboise, sur la route de Montrichard, pour échanger le matériel, ou c'est nous qui l'apportions de Tours et on leur donnait pour qu'ils le répartissent, ou c'est eux qui l'apportaient, c'est moi qui le répartissais. C'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Et alors, dans la période clandestine, ce qui peut paraître difficile à comprendre de la part des gens qui ne l'ont pas vécu, c'est que d'une part, on avait cette activité à gros risque, mais en même temps, on était des gens comme tout le monde. Hein, on sortait la lanterne, mais en même temps, moi, je jouais au foot le dimanche. Je mettais dans ma chambre, sur une chaise, les vêtements et les chaussures pour pouvoir partir en cas d'arrestation. Longtemps après la clandestinité. Ça m'avait marqué. Comme partout en France occupée, les acteurs avaient un double visage. Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, avec les préoccupations quotidiennes, la famille, le ravitaillement, les études, le sport et l'activité clandestine, avec des conciliabules discrets, des rencontres prudentes et des actions à risque. Ceci explique souvent une connaissance très partielle des camarades et des contradictions apparentes dans les témoignages. Il y a un camarade de Paris qui est venu, ça me reviendra, pour constituer un premier groupe de francs-tireurs et partisans, les FTP. C'est peut-être lui qui nous a conseillé d'être beaucoup plus strict, c'est-à-dire ne se connaître que par groupe de 3, ce qui était aussi un peu fou, parce que nous nous connaissions tous. C'est ça, le mode de fonctionnement du parti, des groupes de 3. Ben, dans une entreprise, il y avait quelques communistes qui se connaissaient. Bon, puis ils récupéraient du matériel qu'on leur apportait, ou qu'on leur apportait généralement, parce que ça se faisait par chaîne, par maillon. J'ai eu l'idée de faire un journal clandestin qui s'appelait La Lanterne. C'était un pamphlet que publiait un adversaire politique de Napoléon III. Alors, j'écrivais ce journal qui devait avoir 2 pages, recto verso, et j'allais le porter à André Foussier. André Foussier le portait rue de la Sellerie, chez la famille Rouher, où il y avait la future femme de Marcel Douzy. Et de là, tous les jeudis, Elisabeth Leport, que je ne connaissais pas, venait, elle apportait toujours un petit morceau de beurre pour faire semblant, et elle prenait la copie qu'elle reproduisait dans sa classe, et ce journal, La Lanterne, était diffusé surtout dans les milieux intellectuels et
plutôt bourgeois de Tours. La rencontre avec Roland, c'est précisément... Au mois de mars, un jeudi de mars 1941, je crois que c'est le 13, mais ma mémoire peut me trahir là-dessus. Hein. C'est un jeudi de mars 41, parce que d'Amboise, on prenait le vélo, on venait à Tours, comme des jeunes, pour en voir d'autres, quoi. Et j'étais avec un copain, un de mes camarades d'école normale, que j'avais retrouvé à Tours. Et puis, en jetant un coup d'œil dans un café, on a vu un groupe de jeunes, dont un ou deux que l'on connaissait. On est rentré, on s'est assis à leur table, puis ça s'est passé comme ça. Hein. Et Roland était là. Bon, et puis voilà, c'était la première rencontre. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu une enveloppe avec l'UMA clandestine et la Voix du peuple clandestine. Ça a été le commencement. Bon. Et la réponse a été immédiate. Le résultat, c'est que à partir de ce moment-là, c'est normal, à 21 ans, on a des aspirations qui vont dans ce sens. Hein. À partir de ce moment-là, j'ai fait un petit peu l'impasse sur mes ambitions sportives, et mon intérêt, c'était de me rapprocher de Tours le plus possible pour pouvoir rencontrer Roland et vraisemblablement pour un avenir à voir, pour plus tard, quoi. Alors, la lanterne n'a jamais été imprimée rue de la Sellerie, c'était on dirait dans le franglais actuel, le dispatching. Hein. Bon. André Foussier, généralement, apportait la copie. Bon. Quelqu'un d'autre apportait le papier blanc, parce qu'il fallait se procurer du papier blanc. Bon. Et tout ça étant rassemblé rue de la Sellerie, ça repartait. Et je pense qu'André Foussier a dû faire le tirage lui-même chez lui pendant un certain temps. Peut-être même jusqu'à son arrestation. C'était la pâte à polycopier. La pâte à polycopier. C'était un format écolier. On écrivait ça à l'encre violette, comme les écoliers. Hein. Bon. Et puis on y ajoutait des dessins, enfin des choses comme ça. Hein. Voilà. Et donc la lanterne, pendant toute cette période-là, elle sortait en général 2 fois par mois, à environ, je crois que c'est 250 exemplaires. On peut chiffrer à peu près comme ça. Et elle était diffusée, chacun repartait avec son petit paquet dans son secteur. Moi, j'en transportais toujours dans le secteur d'Amboise, mais le secteur d'Amboise, on était plusieurs. Il y avait en particulier Carmen Blanchy, qui était la fiancée d'André Foussier. Carmen Blanchy était institutrice à Chargé. Elle était directrice d'une école à 2 classes. Et à partir de janvier 1942, son adjointe, c'était Rolande. Donc les liaisons entre Foussier, Carmen Blanchy et la rue de la Sellerie, ça fonctionnait en permanence. Hein. Carmen Blanchy était toutes les semaines, tous les jeudis, on se voyait à Tours, rue de la Sellerie. Le papier était planqué chez les parents à Rolande-Douzilly. Il tirait comment il tirait, là, moi je ne peux pas te le dire. Est-ce que Marcel a des précisions là-dessus? Je ne peux pas le dire. Moi, je participais qu'à la diffusion et à la répartition. Pour les gens qu'on connaissait très bien, on pouvait remettre de la main à la main, mais c'était les boîtes aux lettres, hein. La lanterne et puis les humains, etc. Mon beau-père, qui était cheminot, qui faisait les 3-8, il avait son Ausweis pour pouvoir circuler la nuit. Bon. Quand il partait à 3h30 du matin sur son vélo pour aller à la gare, bon, ça lui arrivait souvent de faire les boîtes aux lettres avec notre matériel. La maman de Rolande faisait des ménages. Et il lui arrivait de sortir faire les courses. Même plus tard, elle a gardé notre fille pendant un certain temps. Et quand elle sortait faire des courses, elle cachait le matériel que l'on avait, donc des exemplaires de la lanterne ou d'autres journaux clandestins, dans son corset, pour ne pas que l'on trouve quelque chose chez elle au cas où il y aurait une visite imprévue. Je me trouvais avenue de Gramont, vers la place de l'hôtel de ville, et j'aperçois André Foussier entre 2 feldgendarmes, menottés. On était à 1 mètre l'un de l'autre. On attendait le tramway.
Et au moment de monter dans le tramway avec les deux gendarmes, il me lance une boulette de papier. Et sur cette boulette de papier, il avait griffonné que les Allemands ou les policiers français, en fouillant, en perquisitionnant chez lui, avaient découvert des photos. On faisait souvent des photos, des balades en vélo, et il avait donné de faux noms et il fallait prévenir les personnes qui étaient donc sur ces photos. Vous voulez que je vous la lise? Notre Dédé a été arrêté par les Allemands le 7 mai. Le 14, on le condamnait à mort et 2 jours après, c'est-à-dire le 16, on le fusillait. Arrestation pour propagande anti-allemande. Tout cela m'a été confirmé par l'aumônier de la prison et pourtant je ne puis croire une semblable chose. Comment vivre si on m'a pris mon enfant dans ces conditions? C'est épouvantable. Donc, quand vous avez su qu'André Foussier a été arrêté, vous avez été voir la mère d'André Foussier? Oui, c'était une directive du parti. Quand je l'ai vue, elle délirait. Elle délirait. Elle ne savait plus si son fils était vivant ou mort. Elle me confondait avec lui. Elle mélangeait un petit peu tout. Elle était dans la détresse la plus totale. Comme je pense devaient l'être toutes les mères des gens qui étaient tués. Ça a été une période très pénible, je répète. Elle venait souvent rue de la Sellerie pour parler avec ma belle-mère. C'était pour elle... Elle pouvait parler de son fils. Elle ne pouvait plus le faire avec son mari. Madame Foussier a craqué complètement et s'est suicidée. Il y a des gens qui ont prétendu que son mari lui reprochait d'avoir soutenu son fils et de l'avoir engagé dans des activités périlleuses qui avaient conduit à cette issue. Mais moi, je ne le crois pas. J'ai rencontré le père et il n'a pas du tout été... il ne s'est pas du tout montré sous cet aspect-là quand je l'ai vu. Il n'était pas devenu hostile à son fils ni à sa femme. Simplement, il était lui aussi sous l'empire du chagrin et de la colère. Le jour même de l'enterrement de sa femme, il s'est flingué à son tour. Je crois que c'est juillet, la famille Foussier a complètement disparu. Après la mort de ses parents, le personnage qui a été chargé des affaires des Foussier, ou qui s'en est chargé lui-même, c'est l'oncle d'André Foussier. Pendant l'occupation, il avait recueilli une petite fille dont les parents avaient été déportés par les nazis parce qu'ils étaient juifs. Les Berthet, donc l'oncle et la tante, étaient vraiment très révoltés. En dehors de la tristesse, il y a eu une grande révolte de la part de mon père et il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'en le 18 décembre 1942, je suis arrivée à Châtillon. Et je suis restée chez eux, j'ai été choyée, élevée dans le culte d'André Foussier, avec des photos partout. J'ai lu mes premiers livres, ont fait partie de sa bibliothèque. J'ai joué avec l'imprimerie qui a servi à faire les tracts. Et c'est parce que lui est mort que moi j'étais à Châtillon. Donc le drame d'André Foussier a permis que je sois sauvée. Fusillé le 16 mai 1942. Robert André, André Anguille, Maxime Bourdon, Robert Couillot, André Foussier, Robert Guilbeault, Marcel Mallet, Marcel Martel. Non, pour la France.
merci. Drapeau au pied. Alors, Elisabeth Leport est devenue, comment dirais-je, l'imprimeuse, si on peut dire, de la lanterne, après l'exécution d'André Foussier. Je pense que c'est Carmen Blanchy qui nous l'a amené un jeudi, en disant, voilà, c'est Elisabeth maintenant qui va sortir le journal. Ça a été l'étonnement. Elle nous a redit tout ce que l'on pensait, même au-delà. Elisabeth est une fille très cultivée, elle a un prix de conservatoire en musique, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la nature, elle est très cultivée, elle est proche des milieux chrétiens et tout. Elle est donc absolument insoupçonnable pour ce qu'elle va faire. En plus, elle est dans sa petite commune de Saint-Christophe-sur-le-Nez. Il a fallu cette dénonciation imbécile et monstrueuse, quand on voit sur quoi elle a débouché, pour qu'elle tombe. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'occupation. On aurait dû pouvoir continuer à sortir la lanterne. Elisabeth venait tous les jeudis rue de la Sellerie, sous le prétexte officiel d'apporter du beurre, parce qu'elle vivait à la campagne, où il y avait du beurre, et nous étions à Tours, où il n'y en avait pas. Donc, un jour, on nous a prévenus, il n'y aura plus de beurre maintenant. Et on a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Dans sa lettre, Elisabeth parle, en fait, l'arrestation, son enlèvement, c'était le jeudi 18 juin, 9h30 du matin. Je travaillais dans la cuisine avec Odette Basset, entre parenthèses, préparation du brevet. L'homme se plante devant moi, visage farouche, et dit « C'est bien, je vous arrête. On perquisitionne chez vous et on vous emmène. » Rageusement, les deux hommes fouillent partout, mettent de côté pour l'emporter le moindre petit papier de brouillon sur lequel sont inscrits des mots d'anglais que je venais de retenir après une lecture ou l'étude d'une page de grammaire. Enfin, rien qui puisse beaucoup les avancer à quelque chose. L'homme insiste pour que je lui remette des papiers. Il veut me faire avouer que je suis communiste et fait de la propagande anglaise, me demande le nom de mes camarades, des renseignements sur l'organisation que je fréquente. Son ton est tour à tour doucereux puis menaçant. Mais je ne veux pas avoir peur. Assis sur une chaise, car mes jambes tremblent, et je ne veux pas qu'on le voie, en apparence très calme, je nie fortement d'être communiste et d'avoir fait aucune propagande. Est-ce que vous aviez eu connaissance de ce courrier? Absolument pas. Absolument pas, c'est la première fois que je l'entends. Elle continue sa lettre en disant « Je vois les rideaux des fenêtres se soulever légèrement. La curiosité ne perd pas ses droits. Personne n'ose se montrer, mais on épie derrière les carreaux. Que pouvais-je faire? Me laisser enlever. » À la suite de l'auto-Gestapo, nous avons traversé le village. Nous avons fait route vers Tours. Il est 1h10. Nous, personnellement, nous avons eu deux versions de cette dénonciation. Il y a la version qui a été donnée dans le livre d'Elbaut sur le convoi des 229 femmes, qui doit être vraisemblablement l'information donnée par Elisabeth à Hélène Fournier, qui était sa compagne de déportation et qui, elle, est rentrée en France. Elle est décédée depuis. Et l'autre version dont j'ai eu connaissance, c'est celle d'un habitant de Saint-Christophe, qui était donc en quelque sorte plus ou moins le voisin. Et d'après lui, il y avait une autre version. Elisabeth aurait été dénoncée comme correspondant avec Londres par une jeune fille jalouse, etc. Voilà. Qu'est devenue Nicole? Était-ce elle qui, à la suite d'indiscrétions et dans je ne sais quel abominable but, m'a dénoncé? J'ignore tout et ne puis faire que des suppositions. C'est une fille sèche, capable de n'importe quoi. Elle était absolument sous l'emprise de cet Allemand de Vaz qui faisait partie, je crois, de la Gestapo. De qui d'autre
pourrait venir une délation. Si Nicole est la cause de mon internement, mes chers parents, ne lui souhaitez pas de mal, le sort saura bien lui réserver des moments plus pénibles que ceux que nous lui devons. L'opinion publique la jugera, et en elle-même, si elle a un grain de conscience, le châtiment doit commencer. Je n'ai eu aucune prise de désespoir depuis mon arrestation. 2 pieds fermes, j'attends l'interrogatoire, et soyez tranquilles, je saurai bien me défendre. À vous 3, mes chéris, ainsi qu'à toutes mes amies, mes baisers très affectueux, bien tendrement, votre petite Sable. Mais Elisabeth, moi je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. Jamais je l'ai rencontrée, Elisabeth. Moi j'ai touché à la lanterne par l'intermédiaire de Rolande et de Carmen. C'était une mesure de sécurité. Ben, c'était à ce moment-là. Moi, tu te connaissais, mieux ça valait. Parce qu'en cas d'arrestation, ben, si tu connaissais, des fois tu pouvais baver. Hein. Ils avaient des moyens tellement violents et tellement inhumains que tu peux te poser la question de est-ce que j'aurais dit le coup, est-ce que j'aurais pas dit le coup, et ça, t'en sais rien du tout. Hein. Blâmer les gars qu'on causait, les filles qu'on parlait. Il y a les interrogatoires et les horaires où elle a été interrogée. Il y en a sûrement eu d'autres, mais là nous voyons le 27 juillet de 9h20 à 13h, le 17 juillet de 23h15 à 1h du matin, le 23 juillet de 24h à 1h30 du matin, le 23 octobre de 3h20 à 6h de l'après-midi. Et un jour, un camarade que je ne connaissais pas est venu me trouver. Il m'a dit, il faut que tu foutes le camp tout de suite. Il y a eu de trop nombreuses arrestations. Tu pars immédiatement. Pour le groupe, pour l'ensemble, pour le journal lui-même, c'était la fin parce que André Foussier arrêté. Roger Convard parti. Elisabeth arrêtée. Nous n'avions plus aucune relation avec qui que ce soit. Parce que la seule qui aurait pu rester, c'était Carmen Blanchy, la fiancée d'André Foussier, qui après l'exécution et la mort d'André Foussier, a complètement perdu les pédales. Il n'y a pas eu d'autres arrestations derrière. Ce qui veut dire que l'un et l'autre n'ont pas lâché un seul nom sous les tabassages et la torture. Et on doit à André Foussier et à Elisabeth Leport le fait de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il faut immédiatement appeler la jeunesse tourangelle à venir venger ses héros, à accroître avec encore plus de force la lutte ardente contre l'ennemi, afin qu'il sente le sol tourangeau brûler sous ses pas. Il faut continuer à éditer encore plus souvent qu'avant notre lanterne et tous nos journaux clandestins.